Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Elle est experte en organisation et là, peut-être que tu te dis quel est le lien entre deuil et organisation. Tu verras qu'on y parle de gestion du temps, gestion des priorités, gestion de l'environnement, gestion de l'information, qu'on y aborde cette thématique de manière très large et on prend aussi des exemples de deuil spécifiques. Le cas d'un décès, la situation d'un proche aidant, le fait de devenir parent qui est un deuil positif ou encore de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Tous ces deuils, on en discute dans l'échange qui va suivre. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Jessica. Jessica, déjà, merci pour ta confiance et puis je te laisse te présenter. Merci Charlène pour l'invitation. Donc, je suis Jessica Dinstel et je suis consultante en organisation sur mesure. Alors pourquoi sur mesure? C'est parce que moi j'aime vraiment décomplexer, démystifier les rouages de l'organisation pour arrêter un peu de parler de productivité quand on parle d'organisation, mais vraiment que les personnes puissent trouver un système qui leur ressemble, qui leur corresponde et donc vraiment qui soit sur mesure. Alors là, j'imagine qu'il y a déjà des gens qui se disent mais qu'est-ce que vient faire l'organisation en lien avec le deuil? Alors tout simplement pour ceux qui me suivent notamment plus sur les réseaux et notamment sur Instagram, je parle souvent du deuil comme une transition, comme une épreuve certes, mais où il y a un avant et un après. Et qui dit avant-après dit changement, dit transition, dit aussi adaptation et dit aussi réorganisation. D'où ta présence aujourd'hui dans ce podcast Oli et Thanato pour justement en discuter. Et alors avant de parler peut-être de manière plus spécifique dans le cadre du deuil, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition de l'organisation? Justement, tu essayes de la faire un petit peu différemment que ce côté de productivité. Comment tu nous l'exprimerais? Alors, pour moi, l'organisation, donc en effet, c'est pas forcément que la productivité, c'est ce qu'on retrouve très souvent sur les réseaux. C'est toujours ce qui est dès qu'on parle d'organisation, on parle de productivité, on parle d'outils aussi automatiquement. Donc pour moi, c'est rien de tout ça. Pour moi, en fait, l'organisation, c'est vraiment un état d'esprit, une méthodologie, une manière en fait de percevoir les ressources qui sont à ta disposition, en avoir conscience, savoir comment les utiliser, avoir une bonne connaissance de soi aussi, de savoir comment tu gères ton quotidien, ta manière de fonctionner, de savoir vraiment ce qui est important aussi pour toi, tes priorités, tes valeurs. C'est vraiment aussi avoir conscience en fait de tout ce que tu peux actionner dans ton quotidien pour être mieux organisé en fonction, bien sûr, encore une fois, des valeurs, des priorités que toi tu te donnes. Au final, je dirais que pour moi, l'organisation, c'est vraiment réussir à transposer en fait tes besoins, tes contraintes, tes forces, tes points de développement en une certaine méthodologie au quotidien. Et ça peut passer du coup par des outils, des process, mais ça ne se résume pas à ces outils. Merci. Et en fait, tu as dit déjà plusieurs mots qui résonnent fortement en moi, que ce soit le côté connaissance de soi, tu as parlé aussi de besoins, tu as parlé de valeurs. Et en fait, oui, dans le deuil, on a aussi besoin de ces choses-là. Et tu as parlé aussi de ressources. Quelles sont les ressources de la personne? Et moi, je me base plutôt sur la psychologie positive. C'est OK, on sait qu'il y a une situation qui va pas. Soit on décide de regarder ce qui ne va pas et comment le régler, soit on décide de se dire, OK, sur quoi on peut se baser? Quelles sont mes ressources, mes valeurs, vers où j'ai aussi envie d'aller? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Et donc là, je te rejoins tout à fait. Ça peut être par des outils, comme ça peut être par plein d'autres choses. Et du coup, ça me donne l'envie de te demander un petit peu, c'est quoi, si tu devais donner, alors ce sera peut-être pas une liste exhaustive, mais un petit peu les thématiques qui sont associées à l'organisation, à quoi tu penses? Alors, ce à quoi moi je pense n'est pas forcément ce que les personnes, à quoi elles vont penser elles. Je sais que la plupart du temps, on associe donc l'organisation à la gestion du temps. Donc bien sûr, la ressource principale, on dit que c'est la plus importante, c'est celle qui est essentielle, ça va vraiment être le temps, ce que tu vas choisir en fait de faire avec cette ressource. Donc ça va définir les activités, les priorités que tu vas te donner.
Ça va être aussi donc bien sûr associé à la gestion donc des priorités, prendre une décision sur les activités qui sont les plus importantes pour toi à réaliser. Mais pour moi, les thématiques de l'organisation, elles sont bien plus larges, en tout cas dans mon approche du sur-mesure. Ça va être, par exemple, la gestion de ton environnement, ton espace physique, ton mode de travail, les contraintes, que tu as, par rapport à ta vie, familiale, par exemple. Ça va être la manière dont tu vas gérer l'information, donc comment tu vas capturer l'information qui est là dans ton quotidien, comment tu vas décider de la ranger, de la traiter, de la trier. Pour moi, ça va être aussi la gestion de la créativité. Souvent en organisation, en fait, on va aussi avoir énormément d'idées. En tant qu'entrepreneur, je pense que, bon, tu le sais particulièrement, on est soumise à énormément d'idées et d'inspiration au quotidien. Et ça va être comment tu vas gérer ces idées, les convertir potentiellement en projet. Qu'est-ce qui va faire qu'une idée va devenir d'ailleurs un projet? Quels critères tu vas te fixer en fait dans ton propre système d'organisation? D'autres thématiques, ça peut être aussi la gestion de la connaissance, c'est-à-dire que tu vas mettre en place des activités que tu vas réaliser d'une certaine manière et à quel moment tu décides que la manière que tu utilises, elle doit être peut-être améliorée. Donc, passer un peu dans un cercle de test and learn. Ça va être aussi la gestion de tes énergies. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en développement personnel, mais je trouve que ça devrait avoir une place plus importante dans l'organisation. Donc, quel rythme tu as, à quoi tu es plus sensible qu'une autre personne. Et je te disais au début justement aussi la gestion des ressources. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Qu'est-ce que tu vas faire de l'expertise qui est présente dans ton réseau le plus proche? Et une dernière thématique qui me vient et qui est très présente dans mes accompagnements, c'est la communication aussi. Pour moi, c'est aussi une des thématiques qui est primordiale en organisation et en gestion de projet. Ça va être comment tu communiques avec les autres, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins aussi en matière de communication. Donc pour moi, c'est bien plus que la gestion du temps et des priorités. Ouais, c'est vraiment, l'organisation à 360°. Exactement. Et pour, on va dire, déjà amorcer un peu plus le lien entre l'organisation et le deuil, tu as parlé de gestion et derrière tu as mis plein de mots différents: gestion du temps, gestion des ressources, gestion de l'environnement, gestion de l'énergie, gestion de la communication. Et ben, en fait, je pense que pour les personnes qui sont, en deuil et qui nous écoutent, et ben, elles peuvent voir déjà tout doucement se dessiner en quoi, le deuil et l'organisation dans le sens gestion de quelque chose, et vous mettez ce que vous voulez derrière le quelque chose, et ben, a des liens. Déjà, tout simplement, si je prends la gestion du temps, on n'a peut-être pas forcément le même temps, quand notre situation change et qu'on est en train de faire le deuil d'une situation. Le premier exemple qui me vient et on l'abordera peut-être tout à l'heure, c'est si imaginons vous devenez proche aidant, et ben, votre quotidien change. Il y a un avant et un après, et forcément, vu que vous accordez plus de temps à une personne, à un proche, bah, forcément, vous allez avoir moins de temps. Gestion du temps. Un autre exemple qui peut me venir, c'est le côté gestion de son énergie. Tu l'as justement cité, on en parle beaucoup dans le développement personnel, et dans le deuil, ben, justement, on a cette fatigabilité, on a moins de concentration, on a une moins bonne aussi, capacité de mémorisation, une moins bonne capacité d'apprentissage, on a moins de patience. Donc on a justement ce besoin de gérer aussi cette énergie avec un avant où on était peut-être au top du top, et là peut-être qu'aujourd'hui, ben, on l'est moins. Ou peut-être même que lundi à 10 heures tout va super et lundi à 15 heures rien ne va plus. Et donc ça reboucle déjà avec ce que tu disais tout à l'heure, justement les notions de connaissance de soi. Bon, alors c'est toi qui es un peu plus experte que moi en organisation. Du coup, j'ai envie de te demander un peu sur la thématique qui nous intéresse réellement, qui est celle du deuil en lien avec l'organisation. C'est quoi un petit peu les liens que toi tu vois? Comme tu disais, comme tu as un avant, tu as un après, tu as le fait qu'il s'est passé quelque chose qui a peut-être déstabilisé un système que tu avais mis en place avant et puis tu avais peut-être une certaine connaissance de toi à un moment et ça va être perturbé en fait par cet événement. Donc après voilà, on verra différents exemples bien sûr du deuil. Donc pour moi en fait, c'est que automatiquement ton organisation va réagir en fait à ce nouveau contexte, à ce nouvel environnement dans lequel tu vas être. Parce que moi, c'est vrai que je vois vraiment l'organisation comme quelque chose de très dynamique, très flexible. Et donc, automatiquement, il va y avoir des perturbations qui vont faire qu'il va peut-être falloir faire le deuil de certaines choses. Tu mentionnais en effet le temps. Tu avais peut-être plus de temps avant et ça va impacter ton organisation parce que tu auras moins de temps suite à un événement pénible que tu auras subi. Tu vas avoir le fait de devoir t'adapter du coup à ces perturbations. Ça va être du coup cette réaction que tu vas avoir à ce changement d'environnement. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Ça va être vraiment cette réaction, comment tu vas faire pour réagir.
Ouais, tout à fait et puis, bah, ça va me permettre d'amorcer, enfin d'annoncer, de parler, de reparler parce que j'en ai déjà parlé, dans d'autres épisodes, mais de la courbe, en fait, un petit peu du deuil, dont l'une des premières étapes, même si j'aime pas parler d'étapes, c'est vraiment la phase de déni. Alors, là, on voit pas forcément trop le côté organisation, mais c'est peut-être pas là où c'est le plus, marquant. C'est plus justement dans les phases qui suivent et notamment dans la phase de la déstructuration et de la restructuration. Il y a bien le mot structure. Quand on parle d'organisation, ben, il y a cette structure, il y a cette forme, il y a ces notions de fondation et quand on déstructure quelque chose, ben, ça demande de déconstruire, ça demande de venir, ah bah, justement cet avant-après comme tu l'as aussi, justement souligné et ensuite de se restructurer. Alors dans la phase de déstructuration pour un deuil et encore une fois, on en donnera des exemples peut-être un petit peu plus particuliers pour que les gens puissent aussi s'identifier dans certaines situations. Mais justement, c'est notre monde qui s'effondre. Après avoir eu cette phase de déni, où on ne veut pas voir, où on ne veut pas croire, où on rejette finalement cette épreuve, cette situation nouvelle qui est là, ce nouveau système d'organisation pour mettre ces mots-là. On le refuse, on ne veut pas le voir et puis, ben, finalement, il est là. Ensuite, on est dans un entre-deux, on fuit ce nouveau système et on recherche l'ancien, mais en même temps, on est bien obligé de s'adapter et à un moment, ben, il faut justement déstructurer, déconstruire cet ancien système pour en reconstruire un nouveau. Et c'est là aussi où toutes les notions de connaissance de soi, comme tu l'as vraiment cité justement au départ, la gestion de ses propres ressources, de comment on faisait avant et comment on fait maintenant. En fait, on part pas d'une page vierge et c'est ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que, bah, il y a déjà des choses, peut-être des choses qui vont évoluer, des choses qu'on va supprimer, des choses qu'on va ajouter dans notre système, mais il y a déjà en fait des choses de base. Et puis il y a aussi un peu cette notion d'adaptation à la nouveauté. Je ne sais pas si ça t'évoque certaines choses et que tu avais envie de réagir sur ce point? Adaptation à la nouveauté, ben, comme je trouve que ce qui est intéressant quand tu dis, c'est justement, tu dis qu'il y a des choses justement qui sont présentes, alors que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette image du deuil qui vient totalement balayer en fait ce que tu avais mis, en place. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut aussi percevoir un peu l'organisation comme, un peu une bouée de sauvetage dans un certain cas. Je pense que quand tu perds le contrôle au niveau de tes émotions justement, si tu as une bonne connaissance de ton organisation, ça peut être un peu un système aussi auquel tu viens te raccrocher. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir, ben, voilà, une bonne connaissance, de savoir en fait ce qu'on a déjà mis en place, comment on fonctionne, et cetera, pour finalement un peu utiliser cette organisation comme une bouée de sauvetage temporaire, hein, le temps de pouvoir un petit peu plus analyser ce qui se passe. Et est-ce que, bah, justement, c'est une question qui me vient, est-ce que toi, peut-être dans tes accompagnements ou même dans les personnes que tu connais, tu as déjà vu justement des situations de vie où il y a des épreuves, ça peut même être à titre personnel si tu as envie d'en discuter, où il y a eu justement des épreuves avec cet avant-après, avec cette déstructuration, cette restructuration, cette adaptation à la nouveauté, enfin même à ce qui est provoqué en fait, à cette nouveauté provoquée, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi et peut-être quels sont les, bah, justement les avant-après que tu as pu voir en termes d'organisation? Peut-être les facilités de certaines personnes qui connaissaient déjà leur organisation et peut-être aussi les difficultés de certaines personnes qui étaient peut-être pas au clair avec leur système d'organisation? Bah, alors moi, c'est vrai que malheureusement, j'ai vécu cette épreuve, voilà, personnellement et donc je pense que je peux me permettre d'en parler aujourd'hui. Moi, je sais que ça a été une fameuse bouée de sauvetage. Je m'en suis rendu compte, vraiment après, mais c'est-à-dire que j'avais quelque chose qui était tellement structuré et qui me correspondait tellement en tant que salariée, ce qui a fait que quand j'ai vécu cette épreuve-là, en fait, ça a été une réelle bouée. J'ai vraiment pu m'accrocher à ça et continuer un peu en mode pilote automatique d'une certaine manière à exécuter mes tâches quotidienne et en laissant totalement la partie émotionnelle et la gérer presque dans mon cadre privé. C'est-à-dire que vraiment, je pouvais aller au travail, gérer mes activités parce que tout était en place comme ça devait être et que ça n'avait jamais interféré en fait avec mes émotions. Donc ce deuil n'a pas du tout été impacté, en tout cas dans un premier temps, pour ce qui est de mes activités professionnelles. Par contre, c'est vrai que tu mentionnais le cas, par exemple, du proche aidant. Je sais que pour certaines personnes, c'est un énorme chamboulement, c'est-à-dire ça va vraiment être, ils vont avoir une certaine organisation avec un temps qui doit être mis à disposition pour que ce système fonctionne avec énormément d'activités à réaliser, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, des personnes qui sont extrêmement prises. Et ce qui fait que quand leur tombe dessus justement cette nécessité de donner du temps à l'autre pour d'autres types d'activités, il n'y a pas forcément la place pour ça. Et donc là, tu vas avoir soit la sphère privée qui va être extrêmement impactée parce que tout va devoir être réalisé à ce moment-là,
parce que tout l'aspect professionnel est entièrement pris, ou à l'inverse, le pro va peut-être un petit peu vaciller parce qu'il y a pas la place pour absorber en fait ce nouveau rôle qui t'est attribué en tant que proche aidant. Et on reviendra justement sur ces différents, exemples un petit peu plus particuliers et j'aime beaucoup l'image que tu donnes du système d'organisation, en fait, un peu comme une bouée de sauvetage. Je vais le formuler comme ça, tu me diras si ça a du sens pour toi, mais j'ai le sentiment dans ce que tu dis que si on a un système d'organisation qui est en place, dans lequel on se sent bien et aligné, je pense que c'est quand même important à préciser. J'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que ça permet de faciliter, en fait, alors peut-être pas l'intégralité du processus de deuil, mais en tout cas l'assimilation et l'expression des émotions. Tu disais tout à l'heure le fait d'avoir un peu le côté, pilote automatique. Je sais comment, ma vie, mon emploi du temps, ma semaine, ma journée est organisée et du coup, peut-être que je sais aussi plus facilement les moments où je vais avoir des sas peut-être de décompression, où je vais pouvoir lâcher. Est-ce que c'était un petit peu ça qui était insinué derrière ou pas du tout? Ben si, 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 c'est l'idée, c'est déjà de savoir où est-ce que tu peux accorder du temps. Ça va être aussi le fait de connaître déjà tes limites, enfin de pouvoir aussi les exprimer plus facilement. En fait, plus tu as une connaissance de, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, comment ça fonctionne, que tu es en maîtrise en fait de cet environnement dans lequel tu évolues, automatiquement, tu auras peut-être plus de facilité à dire: moi j'ai du temps à donner, moi je sais comment je vais pouvoir gérer cette nouvelle situation et j'ai du temps à ce moment-là, j'ai des ressources, que je peux aller actionner aussi dans ma sphère privée, dans ma sphère, professionnelle. Je pense que ça te donne en fait un peu une carte et comme tu disais, voilà, tu vois les espaces libres, tu vois les espaces occupés, tu vois ce qui est prioritaire pour toi. Tu te connais en fait, donc tu sais un petit peu plus facilement comment tu peux réagir et tu peux aussi plus facilement communiquer sur, les réactions potentielles que tu as. Ouais, carrément et ça me permet encore une fois de rebondir. C'est vrai que ce qui est souvent, alors à la fois une clé et à la fois quelque chose de difficile, une clé difficile à trouver sur, ce trousseau de 1000 clés, on va dire, c'est justement cette notion de besoin. Tu viens de la citer encore une fois. Souvent, enfin en tout cas en accompagnement, ça part de ça, c'est, quels sont vos besoins? De quoi vous avez besoin? Et c'est même la question que je dis souvent, en fait, aux personnes qui souhaitent, qui sont proches et qui souhaitent aider une personne endeuillée, de revenir aux besoins de cette personne qui est en deuil, qui est en transition, qui est en train de traverser cette épreuve de vie et c'est souvent vachement compliqué et dans ce que tu me partages, ouais, je vois vraiment le fait de connaître son organisation comme le fait de connaître son fonctionnement, pardon et donc du coup, de pouvoir avoir, le bon côté du pilote automatique en disant: «OK, là-dessus, je peux fermer les yeux, je sais que ça va rouler tout seul, j'ai confiance en mon organisation finalement et donc aussi, confiance en moi et je peux aller, mettre mon focus là où j'en ai besoin et peut-être du coup plus facilement identifier aussi mes besoins». Donc c'est super intéressant, je te remercie de l'avoir identifié à nouveau. Est-ce que avant qu'on prenne quelques exemples un peu plus particuliers, il y avait déjà quelque chose que tu souhaitais ajouter? Non, pour moi, c'est tout sur ça. OK, ça marche. C'est vrai qu'on s'est dit avec Jessica, ce serait intéressant de pouvoir avoir quelques petites scénettes, quelques petits exemples en fait et le premier er qui est le plus, celui qui vous saute le plus généralement, c'est, quand on parle de deuil, on parle de décès et on parle de mort physique. Quelles sont pour toi les notions, on va dire, d'organisation, peut-être de réorganisation, dans le cadre d'un décès? Qu'est-ce qui te vient et qu'est-ce que tu peux nous partager? Ce qui, moi, me vient, ça va être principalement, justement cette idée de gestion de tes émotions, donc quelque chose de totalement nouveau que tu peux vivre, dans ton quotidien. Donc comment tu vas être capable, en fait, de réagir à ça? Quelle place tu vas donner, en fait, aussi à ces émotions, en fonction de comment tu divises un petit peu, ton quotidien et les différentes sphères que tu as. En fonction de la personne que tu vas malheureusement perdre aussi, ton rôle va changer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même aussi. Tu vas peut-être prendre une place qui va être totalement différente. On va attendre des nouvelles responsabilités de ta part ou toi-même, en fait, tu vas t'imposer des nouvelles responsabilités. Il va peut-être y avoir un maillon un peu manquant dans une chaîne, ce qui va faire que ça va impacter, du coup, ton rôle, tes responsabilités et ce que tu vas attendre aussi des autres potentiellement. Tu te vois potentiellement imposer aussi des activités qui sont contraignantes. Je pense à la partie, c'est un peu, voilà, caricatural, mais la partie très logistique, hein. Tu as énormément de choses à gérer dans un temps extrêmement restreint. Donc automatiquement,
ça va t'impacter aussi dans comment tu vas gérer ces différentes activités, comment tu vas les intégrer aussi dans ton organisation au quotidien, dans les activités que tu vas mener. Tu auras peut-être aussi un besoin de communiquer différemment, notamment si tu, subis ce deuil en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. La communication va jouer aussi un rôle qui va être important. Est-ce que tu décides de l'exprimer ou pas dans ta sphère professionnelle, par exemple? Je pense que c'est les éléments qui me viennent, principalement. Je pense que vraiment l'aspect responsabilité, rôle, attente, communication, gestion des nouvelles contraintes qui s'imposent à toi. Ouais, exactement et le 1er truc, c'est vraiment la notion de redistribution des rôles, comme tu l'as dit, selon la personne que tu perds. Et là, je vais partager un exemple qui m'est personnel et j'ai bien aimé, tu as dit, autant, des responsabilités qu'on va te donner ou que des responsabilités que tu vas décider de prendre. Moi, quand j'ai perdu mon père, on n'est que 3 petits-enfants et ils sont que 2 enfants, 2 frères. Maintenant, il est tout seul. Et du coup, bah, moi de mon côté, je suis fille unique et j'avais, cette envie, ce besoin, pour remettre ce mot besoin, ben, de redistribuer mon rôle et de dire: «OK, si mon père était là, qu'est-ce qu'il ferait pour ses propres parents? Et du coup, comment je peux rester à ma place de petite fille?» parce que je serai jamais la fille de mes grands-parents, je resterai leur petite fille, mais néanmoins une forme de devoir et qui a pas été pour moi une contrainte, loin de là, mais qui m'a demandé aussi de me réorganiser. Et je l'ai fait avec grand plaisir et avec joie et c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais ouais, en effet, ça redistribue les rôles et du coup, ça va changer, ben, forcément mon quotidien. Alors peut-être pas quotidien dans le sens, chaque jour, mais peut-être de manière, par semaine ou par mois. Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Mais vous allez peut-être prendre un rôle, alors imposé ou, choisi finalement, mais ça peut réellement redistribuer ces rôles. Et puis tu l'as, juste légèrement amorcé, tu as parlé justement de la notion du travail, et c'est vrai que alors on le voit beaucoup, moi c'est un peu l'un des chemins de bat des chevals de bataille que j'ai, envie et besoin d'avoir sur cette fin d'année 2023. C'est justement la notion aussi du deuil en entreprise qui est pour moi, très peu prise en compte, pas assez prise en compte pour rester quand même positive et ne pas dire qu'elle n'est pas prise en compte du tout. Mais quand on voit, je trouve parfois le nombre de jours de congés de deuil par rapport au nombre de jours de congé pour un mariage, je me dis: «Mince, on a quasiment autant, voire plus, pour un événement heureux que pour un événement qui est difficile» et enfin moi, ça me laisse un peu bouche bée finalement et tu as cité, 2 exemples différents. Tu as cité le cas du salarié et tu as cité le cas de l'entrepreneur. Est-ce que tu voulais un petit peu affiner sur ces points-là? Ben, pour moi, c'est vrai que on va dire que je connais maintenant les 2, donc j'ai vécu, malheureusement le deuil en tant que salarié et maintenant, voilà, j'exerce en tant qu'entrepreneur. Donc automatiquement, c'est sûr que je vois surtout le fait d'être entouré, le fait que quand tu es salarié, tu fais partie aussi d'un certain environnement qui t'est imposé avec, comme tu le mentionnais, en entreprise, certains codes, certaines règles en réalité autour du deuil, donc quelque chose qui est très rationalisé en entreprise. Donc, tu vas peut-être aller chercher justement, ben, certains repères, une aide, potentiellement dans l'entreprise dans laquelle tu exerces. Tu vas peut-être pas souhaiter du tout rentrer dans les codes qui te sont imposés aussi, par l'entreprise ou on va t'imposer aussi un code, vraiment des codes, bah, comme tu disais, les jours, à prendre, les documents, à fournir qui sont aussi une torture, à ce moment-là. Et ça va peut-être rentrer en contradiction, en fait, avec la manière dont toi, tu as aussi envie de vivre, en réalité, ton deuil. Parce que, voilà, on t'impose un système, avec certaines règles qui correspondent peut-être pas à la manière dont toi, tu as envie de vivre ton deuil à ce moment-là, mais tu presque pas le temps de te poser la question. Donc ça, c'est vraiment pour la casquette un petit peu salariée, c'est ce qui me vient vraiment en premier, sans prendre en compte par la suite toutes les conséquences aussi que ce deuil peut avoir sur toi, qui va faire que ça peut peut-être totalement bouleverser aussi, ben, ton système de valeurs que tu as, et tu peux te sentir très bien dans ton rôle de salarié à un moment et en réalité, suite à cet événement, ben, on peut te demander ce que tu fais là, quoi. C'est ce que beaucoup de personnes peuvent vivre. En tant qu'entrepreneur, ce qui va être plus difficile, c'est de justement pas avoir ce système et peut-être devoir te le créer par toi-même. Donc tu pas forcément de règles, sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu sais pas comment l'intégrer dans ton quotidien parce que les personnes à qui tu dois rendre des comptes, c'est plus du tout les mêmes personnes. On n'est pas dans un rapport hiérarchique. Tu vas rendre des comptes finalement aux clients que tu as, aux personnes que tu accompagnes et donc aussi quelle place tu vas vouloir accorder dans ton organisation, ben, à ce deuil, à ces moments dont toi tu auras besoin et comment tu fais finalement pour exprimer à des clients potentiels que là tu peux pas gérer les obligations que tu as pris par rapport à eux. Donc en fait, ça va être tout ce système, tu vois, de valeurs, de règles, de codes, de comment en fait
ta casquette va t'imposer une certaine manière de gérer ton deuil. Carrément. J'avais cette phrase qui tournait en boucle, alors je vous la partage, mais il y avait un peu le côté, quand tu parlais de l'exemple du salarié, c'était, ben, finalement, mon organisation en tant que salarié dépend des organisations qui sont autour de moi. Et à l'inverse, quand je suis entrepreneur ou entrepreneuse, ben, je suis mon propre patron et donc du coup, c'est moi qui dois donner cette organisation et comme, ben, dans ces moments-là, je ne sais pas forcément de quoi j'ai besoin, je suis dans cette période de flou, je suis dans cette période où je dois accueillir mes émotions et en même temps, j'ai toute une charge mentale aussi potentiellement par rapport à mes clients et de comment je vais faire et de, ben, mon chiffre d'affaires à la fin du mois. Il dépend de moi et que si je me mets en arrêt et cetera alors bien sûr, on peut avoir des prévoyances, tout ça, mais disons-le, on n'a quand même pas les mêmes assurances, je vais le dire comme ça, c'est pas le bon terme, mais les mêmes assurances, les mêmes droits que les personnes qui sont salariées quand on a des épreuves et des problématiques de vie justement et donc du coup, ben, là, c'est toi qui dois créer ton organisation et donc tout l'intérêt pour moi de travailler ces choses-là en amont. C'est pas uniquement que quand une épreuve te tombe dessus et ça, c'est valable, je pense, en tant que salarié, entrepreneur, homme, femme, vieux, jeune, comme vous voulez, mais de travailler ces choses-là en amont comme on dit, bah, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. C'est ça, plus tu auras en fait, une bonne connaissance, encore une fois, une bonne connaissance de ton système avant de vivre ce type d'épreuve. Donc là, c'est vrai qu'on parle du deuil, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment dès que tu essayais, en fait, d'anticiper au maximum cet aspect imprévu et savoir aussi quelle place dans ta vie tu as envie de laisser à cet imprévu. C'est ça qui est pour moi très important. Carrément. On peut aborder une deuxième situation qu'on a déjà, on va dire un petit peu spoilée et teasée, justement dans le cas d'une situation où on devient, proche aidant. Quelles sont pour toi les notions de l'organisation et encore une fois slash réorganisation dans ce deuil, dans cet avant-après? C'est vrai qu'on l'a un petit peu spoilé, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect, bon, comme on disait, la responsabilité nouvelle que tu prends, le rôle nouveau, les attentes qu'on a vis-à-vis de toi. Mais je dirais aussi que tu as une part d'imprévu, du coup, dans ton quotidien, que tu as dû peut-être des difficultés à maîtriser. Il y a une partie de ton temps dont tu ne seras pu mettre en réalité parce que les contraintes, donc si on prend, l'exemple des rendez-vous médicaux, de devoir, peut-être t'occuper, d'enfants pendant qu'une personne va se faire soigner et cetera, va automatiquement impacter ton propre planning en fait, hebdomadaire, hein. Donc il faut un peu accepter de plus forcément être maître de la totalité de son temps. Donc pour des personnes qui sont, très, rationnelles, très, voilà, un peu, dans le contrôle de leur temps, de vraiment le fait de traquer par exemple toute leur activité et cetera, automatiquement se voir imposer les contraintes des autres ça peut être un peu déstabilisant. Ouais, c'est finalement, désorganiser sa propre organisation. C'est ça, faire de la place là où peut-être tu en as pas justement en fonction du système de valeurs que tu as mis en place en amont. Potentiellement, tu n'as pas laissé de place et de marge en fait pour cet imprévu, ce qui va faire que ça va rentrer en opposition et donc là, ça va être intéressant aussi de pouvoir discuter justement de comment toi tu vois ce rôle, je pense, de proche aidant, comment la personne le perçoit et en fait, quelles vont être toi du coup tes limites, les contraintes que tu as et là où tu veux vraiment mettre le curseur, si ben, par exemple au niveau professionnel, tu as vraiment des gros engagements et c'est quelque chose qui est essentiel pour toi, ben, quelle place tu peux laisser aussi sur le plan plus personnel pour apporter vraiment ton soutien à cette personne. Carrément et c'est d'ailleurs une double réorganisation, en fait. Autant pour la personne qui a un diagnostic qui devient justement la personne aidée, que ça demande de réorganiser, même elle, hein, dans son propre quotidien. Enfin, j'ai cet exemple qui me vient parce que je l'ai vécu avec ma grand-mère, mais par exemple un lit médicalisé ou je pense à mon grand-père qui du coup, bah, c'était plus lui qui faisait à manger alors qu'avant c'était plus ma grand-mère qui le faisait. Hem Et donc ça demande une certaine charge, mentale. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est forcément lourd et désagréable, mais en tout cas, ça occupe davantage votre esprit. Et donc du coup, ben, c'est aussi en tant que proche aidant, et puis c'est un besoin généralement. On est souvent proche aidant des personnes qui nous sont proches, hein, c'est bien pour ça qu'il y a le mot «proche» dedans. Donc ça veut dire qu'on a de l'amour pour ces personnes et il y a parfois il y a cette culpabilité de dire: «Bah oui, mais je comment dire? Je me frustre un peu sur certaines parts de ma vie». Peut-être que enfin, c'est les premiers exemples qui me viennent, mais peut-être que je passe moins de temps avec, mon compagnon ou ma compagne, parce que, ben, il faut que j'en accorde plus peut-être à mes parents ou peut-être à un frère, par exemple, ou à une sœur, ou peut-être que je vais moins au sport et du coup, ben, je me sens peut-être moins bien. Peut-être que je suis obligée de demander une réorganisation au niveau, tu le disais justement, de mon travail, mais du coup, ben, s'il l'accepte, peut-être que je gagne moins et donc du coup, ça me demande peut-être de réorganiser, ben, après mes dépenses, mes activités,
ma vie. Et justement, ça me fait vraiment rebondir sur ce qu'on a dit juste avant, mais l'importance de prévenir ces choses-là. On le dit aussi dans le développement personnel, mais de laisser des temps de vide. C'est tellement important et que justement, ben, ces temps, ils sont vides et au moment où vous arrivez sur un temps qui est vide, qui est mort, ben, vous pouvez dire: «OK, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant?» Mais ils vous servent aussi pour plus tard quand il peut y avoir des difficultés, quand il peut y avoir des galères que vous rencontrez dans votre vie ou des imprévus, hein, sans même ne parler d'une montagne, d'un truc qui vient vraiment, changer toute votre vie, mais où, ben, justement, vous pouvez le caler, en fait, dans ces endroits-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord sur ça, le fait vraiment de pouvoir te laisser un petit peu, une marge pour pouvoir justement anticiper, ces situations en effet. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va passer à un autre type de deuil. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis plutôt sur Insta et qui fera aussi l'office, d'un épisode de podcast. Mais on voit souvent le deuil de manière négative, hein. Bon, là, on a parlé des décès, on a parlé plutôt du côté maladie, diagnostic ou accident. On peut parler aussi de burn-out, toutes ces épreuves plus désagréables et qu'on contrôle pas justement, d'où la notion d'imprévu. Mais il y a aussi les choses qu'on contrôle, les choses qu'on prévoit, certains projets et qui sont aussi des deuils, mais des deuils plutôt positifs. Et là, je pense notamment, en fait, de devenir parent. Alors j'en ai un grand sourire quand je dis ça parce que, bah, je le vois avec certains de mes proches. Mais justement, à quel niveau tu vois la notion, d'organisation dans ce deuil positif, dans cet avant-après? Avant, je n'avais, que moi finalement d'une certaine manière à m'occuper et après, ben, je deviens une petite famille avec, bah, une nouvelle organisation finalement. Ben, écoute, encore une fois, je pense qu'on va parler du temps, des imprévus, de la perte de contrôle sur beaucoup de choses, de te voir imposer, peut-être, des contraintes et un agenda qui n'a absolument, rien à voir avec ce que tu faisais, avant. Donc, là encore, en fait, tous tes leviers un petit peu, d'action, toutes tes ressources, elles peuvent être, un peu chamboulées et puis tu parlais aussi même de l'aspect financier. Ben, c'est clairement, ça peut être aussi impacté à ce niveau-là. C'est-à-dire que tes priorités vont être, revues. Donc, automatiquement, tu vas peut-être faire un usage différent des différentes ressources que tu as. Donc, ben, ton argent, ton temps, vraiment ce que tu peux accorder aussi pour tes projets professionnels par rapport au personnel. Et puis aussi, moi, ce que je vois aussi beaucoup comme évolution, je l'ai vu chez certaines personnes que j'ai accompagnées, c'est de plus forcément avoir le même système de valeurs, encore une fois. Donc, par exemple, si tu es en recherche d'emploi, tu vas pas forcément aller vers, c'est pas la même chose tu vas t'intéresser. Tu vas peut-être porter plus d'attention à un employeur qui va proposer des horaires ultra flexibles, qui va proposer, des outils. Alors vraiment, si on veut parler d'organisation, mais tout ce qui va être crèche, et cetera. Enfin, ton regard, en fait, va se porter totalement ailleurs, en fait, dans certains cas, quand on devient parent. Donc, je dirais ça, tu portes pour moi un regard différent, en fait, sur l'environnement et sur la manière dont tu travailles, au quotidien ou tu t'organises, en fait, au quotidien. Carrément et d'ailleurs, cela, c'est pas uniquement à la naissance, parce que, bah, bien sûr, ton temps, il est réorganisé au départ quand le petit ou la petite arrive, bien entendu, mais c'est valable aussi au début, à l'école, quand, il va y avoir, ben, la première année, je sais pas, le sport ou la gymnastique ou le foot ou le machin qui va être le mercredi, puis finalement, tu t'es habitué pendant un an à ce que ce soit le mercredi, ça a changé, c'est le jeudi soir, donc l'année d'après, il faut se réorganiser. Mais toi, tu allais au sport le jeudi soir, du coup, ça t'arrange pas et ça demande justement de se réorganiser et de faire des sans cesse allers-retours pour satisfaire les envies, besoins, aspirations finalement de chacun et de ce petit système d'organisation de ton cocon familial. Alors j'entends par là, parents et enfants. C'est pour moi ça le petit cocon familial et comme on a donné un peu l'exemple, juste avant, on a parlé un peu d'entrepreneuriat et ce sera aussi notre dernier exemple. Est-ce que tu as quelque chose on va dire, à ajouter sur le cas justement des parents qui deviennent entrepreneurs ou aussi le cas des entrepreneurs qui deviennent parents? Ah, les parents qui deviennent entrepreneurs ou les entrepreneurs qui deviennent, parents. Bah, je pense que, comme tu dis, justement, le fait de devenir parent, tu vas être en c'est une évolution perpétuelle. Je veux dire presque chaque année, tu vas être soumis à un nouveau rythme et cetera et peut-être que justement, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, tu imaginais pas forcément, en fait, vivre cette parentalité par la suite. Donc tu t'es projeté dans un certain rôle avec certaines responsabilités, vraiment, par exemple, en plein contrôle, en fait, de ton entreprise, et cetera. Et donc, quand tu vas devenir parent, tu vas devoir assumer cette double casquette d'entrepreneur et de parent. Et c'est ce qu'on voit énormément d'ailleurs sur les réseaux avec des personnes qui sont vraiment
on va dire spécialisé dans les personnes qui sont entrepreneurs et parents parce que justement ça demande une flexibilité et de prendre en compte en fait un système d'organisation totalement adaptatif par rapport à des personnes qui ne le seraient pas mais qui auraient peut-être d'autres contraintes. Donc pour moi je pense que c'est vraiment ça ce qui est important, ça va être de réussir à combiner ces casquettes de parentalité et d'entrepreneuriat. Ouais, ça demande d'avoir une organisation désorganisée, quoi, ou Exactement. désorganisable. Et surtout, je pense être capable de résister aux changements, de pouvoir t'adapter aux changements, comme tu le disais, hein, mais qui est vraiment permanent entre, l'aspect éducatif, l'aspect loisir. Je trouve aussi ce qui est important, tu vois, quelque chose dont on parle pas forcément, mais ça va être ton rôle, ben, par exemple, si tu es, maman entrepreneur, par rapport à ton conjoint ou ta conjointe, en fait, aussi, comment on va percevoir, le rôle qui sera le plus important et notamment, ben, quand on est entrepreneur, on voit aussi beaucoup sur les réseaux des personnes qui disent que ben, mon travail est tout aussi important que si j'étais salarié. Mais on associe l'entrepreneuriat à une certaine flexibilité par nature. Et donc, en fait, on va considérer qu'une personne qui est entrepreneur, automatiquement, sait bien s'organiser et va savoir concilier, en fait, tous ces imprévus liés à la parentalité. C'est pas forcément le cas, justement, s'il n'y a pas eu toute cette analyse en amont. Carrément et ça me fait, ça me fait un peu penser à 2 idées reçues, tu sais, qu'il va y avoir sur l'entrepreneuriat. C'est, alors il y en a 2, c'est l'entrepreneur travaille beaucoup, 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 voire, 70 heures par semaine, ce qui est aussi parfois une réalité, hein. C'est pas juste une fausse croyance et du coup, ben, dans ce cas-là où tu deviens parent et ben, où tu places ce petit bout où qui vient d'arriver et donc ça te demande forcément de travailler moins et de te réorganiser et une autre croyance qui pour moi celle-là est plutôt réellement une fausse croyance, qui est le fait que, bah, en tant qu'entrepreneur, bah, tu travailles pas quoi. Tu passes beaucoup tes journées devant Netflix ou à la salle de sport ou à aller te balader et à prendre le café avec tes copines et du coup, bah, quel rôle tu as après en tant que parent? Bah, en fait, tu peux beaucoup plus t'en occuper et c'est beaucoup plus simple pour toi alors que c'est pas forcément le cas et là aussi, ben, voilà, ça me permettait de soulever un peu cette notion de, comment dire? Un peu les préjugés, en fait, les préjugés, les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains types de personnes ou sur certains rôles aussi et qu'on ferait bien parfois changer de lunettes. Et du coup, pour le dernier exemple, dernier exemple qu'on avait envie de prendre, et qui fait le lien justement entre, par rapport à l'entrepreneuriat, c'était le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat, qui est aussi et clairement un deuil et je pense que tu vas aussi, ben, pouvoir nous en parler. Alors ça, c'est vrai que c'est mon sujet, parce que c'est ce que je vois aussi, très régulièrement. Donc, souvent quand on est salarié, on a eu une certaine organisation, on l'a rejetée, on a peut-être rejeté certains aspects de cette organisation, de ce système encore une fois, hein, donc, ton environnement, les priorités, les objectifs, les outils. Tu avais une certaine manière de faire hein. Et si tu t'en sortais bien, tu te dis que, ben, si tu rejettes uniquement le système de valeurs qui est lié au salariat, quand tu passeras dans l'entrepreneuriat, bah, tout va fonctionner. Donc de toute façon, tu étais, comme on dit, super bien organisé avant. Moi, personnellement, je pense que c'est absolument pas le cas. Je pense que c'est super intéressant de pouvoir prendre du temps, encore une fois, alors faire ce deuil du salariat dans le sens de vraiment se faire cette analyse de ce qui fonctionnait, de ce que les gens peut-être projetaient aussi de toi, comment ils te percevaient dans ta manière de t'organiser, mais aussi qu'est-ce qu'on te donnait comme ressources aussi quand tu étais salarié. Est-ce qu'on t'a imposé des outils? Est-ce que quelqu'un te définissait les objectifs à ta place? C'est pas anodin de voir beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés à poser des objectifs clairs alors que elles étaient ben, beaucoup dans la gestion de projet en amont et que c'était quelque chose qu'elles faisaient quasiment quotidiennement, mais peut-être qu'elles n'étaient pas toutes seules aussi dans cet exercice. Tu peux aussi un peu avoir ces étiquettes de t'es pas créative, tu peux pas t'occuper de ça quand tu es salarié, et pourtant c'est quelque chose dont tu vas devoir t'occuper en tant qu'entrepreneur par la suite. Donc être en fait capable aussi d'identifier ben, toutes tes forces, tous tes points de développement, et vraiment de faire un peu ce jeu de miroir entre comment les personnes te percevaient quand toi tu étais salarié, comment toi-même tu te percevais, qu'est-ce qui te plaisait à ce moment-là, et qu'est-ce que tu viens chercher maintenant en tant qu'entrepreneur, et qu'est-ce qui est peut-être manquant en fait par rapport à toutes les casquettes que tu dois avoir quand tu es entrepreneur. Ouais, il y a
Je dirais un peu un red flag, qui me vient, quand je t'écoute, c'est celui de la désillusion, en fait. C'est, aussi ce que tu projettes. OK, tu étais salarié et puis tout ce qu'on te vend, hein, quand même d'une certaine manière sur les réseaux ou autres ou les différents récits ou témoignages, on dirait que les gens, ah bah, passaient de 0 à 30 000 abonnés en 3 jours, enfin voilà, toutes ces notions de, quel est le rêve qu'on me vend et à quel point je peux avoir des notions de désillusion derrière. Et ça me permet, ben, justement de l'aborder dès maintenant. On a choisi justement de co-créer ensemble un atelier, une masterclass, qu'on vous livrera au mois de novembre, le 21 novembre de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Exactement, Ça de va. midi à 14h. Ah, elle nous précise le tout, on sent que c'est Bah, une écoute, femme organisée. exactement. Mais justement pour pouvoir, bah, en fait, parler du deuil dans l'entrepreneuriat et comment justement faire le deuil du salariat pour passer à l'entrepreneuriat, mais un peu, sans cette notion de désillusion. Donc on reprendra en fait la trame du deuil avec les phases de déni, avec la phase de fuite, de recherche, de déstructuration et de restructuration, pour justement vous parler de toutes ces choses-là et reprendre exactement ce que tu as dit finalement avant, mais en beaucoup plus poussé, en beaucoup plus approfondi aussi, pour ne pas être dans le déni, pour se sentir bien, pour, laisser l'imprévu, pour accepter l'imprévu, pour se connaître, voilà, pour juste vous faire une petite mise en bouche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter un petit peu sur la masterclass qui aura lieu le 21 novembre? Non, je pense que vraiment c'est une thématique qui est super intéressante et qu'on aura l'opportunité de l'aborder sous un angle qui est peu commun, je pense, mais qui peut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui se sont peut-être même déjà lancées et qui sont face à un peu un torrent, d'émotions et de choses qu'elles ont des difficultés en fait, à peut-être, absorber, à analyser. Je pense que ça va vraiment permettre de donner justement un peu ce prisme d'analyse, on va dire vraiment ce nouveau regard, je pense, sur cette expérience, et de faire un petit peu le tri et peut-être à certaines personnes de se dire que, ben, l'entrepreneuriat n'était peut-être pas forcément la solution. Peut-être qu'elles avaient juste besoin de s'épanouir dans un environnement qui était différent, mais elles ont encore envie de réaliser les activités de la même manière qu'elles les réalisaient avant. Ou voilà, il y a vraiment ça, je pense que ça va vraiment permettre, d'apporter un regard neuf sur cette transition entre être salarié et devenir entrepreneur. Ouais, c'est ça, puis un regard, novateur et original, en fait, un petit peu parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est pas une approche qu'on voit beaucoup, mais justement, c'était important. Donc juste pour vous le dire, c'est vraiment à destination donc autant des salariés qui voudraient, qui se potentiellement peut-être aller vers l'entrepreneuriat, que pour des entrepreneurs qui viennent de se lancer, bah, autant avoir, des bonnes fondations. Comme on a dit tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. C'est valable aussi pour les entrepreneurs qui seraient peut-être en burn-out ou même pour les salariés qui sont en burn-out et qui souhaiteraient de base aller vers l'entrepreneuriat pour, ben, quitter ce mal-être aussi du burn-out. Attention à la désillusion, je le redis, mais c'est aussi pour les entrepreneurs qui sont, ben, établis et qui pourraient, servir un peu sous forme de bilan, alors j'allais dire semi-annuel, mais là je dirais annuel puisque ça aura plutôt lieu en fin d'année. Donc voilà ce qu'on avait aussi envie de proposer et pour revenir, on va dire, au tout à chacun et alors déjà, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais, ajouter en réflexion supplémentaire? Et est-ce que tu aurais, alors soit des outils ou des pistes d'ouverture, des références, des choses que tu aurais envie de partager justement par rapport à notre thématique du jour? Ben, je pense que on l'a dit un petit peu pendant, voilà, tout le long de cet épisode, ça va vraiment être important de se connaître, tu vois? De vraiment faire ce bilan. J'ai pas d'outils, forcément précis parce que comme je te dis, moi, je travaille beaucoup sur le sur-mesure, donc automatiquement, c'est vraiment en discutant avec la personne qu'on peut voir là où le focus est important, à mettre. Mais je pense que ce qui est vraiment, important pour essayer d'anticiper, en fait, ces situations de deuil ou de peut-être comprendre aussi comment on a vécu un deuil à un moment, ben, c'est tout simplement de prendre un petit peu de temps, par exemple cette semaine, de te poser en fait sur ton organisation actuelle, de savoir est-ce que tu es vraiment en accord avec ta manière de travailler. Est-ce que ça répond à certaines valeurs? Est-ce que tes valeurs sont vraiment respectées? Vraiment essayer de se poser quelques questions très simples pour savoir si ton quotidien reflète vraiment ce que tu as envie de vivre, ta manière de travailler. Est-ce qu'il y a de la place justement pour tout? Est-ce qu'il y a ces temps de vide? Juste d'avoir cette première phase, je pense, d'introspection, ça fait énormément de bien par la suite pour pouvoir se tourner vers des solutions, bah, voilà, que ce soit d'être accompagné par toi ou par moi, enfin de savoir un petit peu, ben, par la suite, préciser un petit peu ses besoins, je pense. Mais vraiment, je dirais aux personnes de tout simplement prendre le temps d'essayer de se connaître un petit peu plus.
Ouais, du coup, tu dirais que finalement, connaître déjà ses besoins et voir dans le système actuel, quand vous ouvrez votre agenda type d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois, ben, est-ce que la satisfaction de ces besoins, est-ce qu'il y a des créneaux pour ça? En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et le 2e avec lequel je suis clairement d'accord et qui est pour moi ouais, je dirais même un indispensable qu'on oublie de mettre, c'est programmer du vide. Alors ça veut pas dire qu'au moment et ça c'est important quand même à redire pour terminer, mais c'est pas parce qu'il y aura un moment de vide que vous êtes obligé de rien faire et de vous asseoir et de gober les mouches. Peut-être que ce moment de vide, vous allez le prendre et puis vous allez aller marcher ou vous allez en profiter pour appeler une amie que vous devez appeler depuis, 5 mois que vous l'avez pas fait ou pour, regarder un film parce que vous en avez envie, pour méditer, enfin faire en fait juste ce que vous avez envie. Les temps de vide, c'est des temps de kiff et ce kiff, vous le déterminez au moment où le temps de vide, arrive. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter. Est-ce que tu avais une petite phrase de conclusion, quelque chose qui te tenait à cœur? Ouais, écoute, vraiment, je pense que tu as eu la meilleure des phrases avec, le kiff et les temps de vide. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Nous, on se retrouvera dans tous les cas, le 21 novembre, pour justement, notre masterclass. D'ici là, je vous dis, à très vite et puis bien sûr, vous retrouverez toutes les informations et tous les liens de Jessica directement en description. Merci beaucoup, Charlène. À très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.